Bienvenue à toi, David et Rose, sur la radio web Carabéine en partenariat avec le groupe Facebook Cimarron. Je me présente Caria, l'animatrice de cette radio qui émet depuis le 15 avril de cette année sur les ondes. Nous allons commencer par te remercier pour ta venue. Sache que chez Cimarron, le tutoiement est de rigueur et j'espère que cela ne te dérange pas. Non, il n'y a aucun souci. Et je salue tout le monde en même temps. Alors, nous aimerions que tu te présentes aux auditeurs en quelques mots. En quelques mots, je suis Davis Eros, le parolier. Et je veux dire que je suis un slammer et un artiste, mais plus un mec en mission que dans l'artistique. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom? Y a-t-il une signification? Déjà, c'est de coller à ma réalité, c'est-à-dire de ne pas prendre un nom qui ne me ressemble pas, parce que je m'appelle à la base David Suarez, donc David Davis, puisque c'est parti d'une faute de frappe. C'est-à-dire que la première personne qui avait écrit Davis, c'est une amie, Isabelle, et s'était trompée entre le D et le S, comme c'est tout près sur le clavier. Puis j'ai gardé, j'ai dit que c'était bien. Et le héros, c'est tout simplement mon nom de famille, c'est l'anagramme de mon nom de famille. Il est mis à l'envers. Parce que lorsque tu veux te reconstruire, tu dois d'abord te déconstruire. Et le nom de famille que j'ai, c'est un nom qui a été, c'est pas un nom qui a été choisi, c'est un nom qui a été donné par rapport à l'esclavage. Parce que quand on est remonté sur les origines, ça s'arrêtait à un numéro, à des codes, donc 4 chiffres. Et ensuite le nom Suarez qui est arrivé après, puisque c'est le nom qui a été donné par le maître de la plantation. Peux-tu nous parler de ton enfance en Grande-Ligne? Je suis né en Guadeloupe. On est parti, on a émigré vers la Guyane. Donc j'ai grandi là-bas. Ensuite, les allers-retours avec la Guadeloupe. Et puis, ensuite, j'ai vécu un moment à Paris, après Toulouse. J'étais en Normandie aussi. Puis je suis retourné en Guyane. Et puis depuis pas mal de temps déjà, je suis en Guadeloupe. Et mon enfance, c'est une enfance qui a été marquée par... le premier sentiment, c'est le refus de l'injustice, quoi. Donc j'ai toujours été révolté depuis étant petit. Et je suis quelqu'un qui a toujours été dans le côté mystique aussi, donc toujours recherché pour avoir la connaissance. Et du coup, je suis passé dans mon enfance dans plusieurs religions, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je ne puisse plus être dans aucune, et puisse être dans une quête de spiritualité, quoi. Et puis après, de mon enfance, bon, j'ai fait le con parce que j'ai grandi dans un quartier difficile, très difficile, et où il y avait des trafics de cocaïne, où il y avait des gens avec, comme on dit ici, des coupes-coupes, des sabres, des fusils. Donc on grandit un événement, enfin un élément qui est un peu délétère, et puis il n'y avait pas de route, c'était des chemins en terre, ça faisait comme des pistes, quoi, avec des trous tout le temps, avec de la verdure partout. Donc, des fois, on pouvait trouver des bêtes sauvages parce que c'est quelque part qu'on est arrivé au. Bon, maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus Oui. parce on a mis la civilisation là. Enfin, la civilisation entre guillemets, hein. On a investi la cité. Mais au début, c'était pas facile, c'était pas évident. Et puis moi, j'ai grandi aussi avec c'est-à-dire une éducation rigoureuse. Je travaillais bien à l'école, mais j'avais une éducation très rigoureuse, où surtout on avait des tâches, on avait des choses à faire. Et par exemple, déjà le matin, on se réveillait toujours très tôt. Qui avait école, qui n'avait pas école, tous les matins c'était à 5 heures. Parce que mon frère et moi, nous avions des cabris. Donc il fallait les attacher. Lui, il avait une chèvre, j'avais un bouc. Donc il fallait les attacher tous les matins, il fallait nettoyer. Donc toujours des trucs à faire. Et puis par exemple, quand moi je finissais l'école à midi, je restais pas traîner au collège. Je rentrais, j'avais 15 minutes pour rentrer chez moi parce qu'il fallait que je fasse à bouffer pour les plus jeunes, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc c'est une enfance à la dure, je ne regrette pas puisque ça m'a donné des valeurs. Oui, voilà, c'est ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui te fascine dans le slam? Qu'est-ce qui me fascine dedans? Bon, déjà, je suis tombé dans ça, je vais dire par hasard, parce que je ne savais même pas que ça existait le slam. Et je ne connaissais même pas le nom des slammers. Et moi, j'écrivais ce que j'avais à dire. Et par rapport au ressenti que j'avais sur la société, on m'a dit que ça s'appelait du slam. Mais après, je sais aussi que par rapport à nos origines africaines, c'est-à-dire que, bon, moi, je me situe, je suis pas, c'est vrai qu'en France, en Paris, Toulouse, tout ça, il y a toujours
des compromis entre ouais, je suis africain, moi je suis antillais. Moi, j'ai pas ce genre de problème. Parce que moi, je suis un Africain. Oui, Je suis un Africain et qui a grandi aux Antilles. Parce qu'il y a eu la déportation, il y a eu le Yovoda, il y a eu ça. c'est ça. Donc moi, c'est clair. Et chez nous, il y a toujours eu des paroliers. Il y a eu des griots, il y a toujours eu l'art oral, la transmission Oui. orale. Donc je ne fais que faire ce que mes ancêtres et prédécesseurs ils ont fait avant moi. D'accord. Bon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on appelle ça du slam. Parce que c'est comme ça, en Occident, en Europe, il faut toujours donner un nom à quelque chose. Mais, et ça c'est très important parce que je ne me considère pas comme étant un artiste. Je fais le job d'artiste, il n'y Oui. a, il y a pas de souci, parce que voilà, on est dans un système. Mais pour moi, je suis plus en mission. C'est pour ça que mes textes, ils sont très engagés, parce que je reste sur l'actualité. Oui. Et parce qu'il y a trop de personnes qui souffrent, qui ont envie de parler, qui ne peuvent pas parler. Donc ceux qui ont le pouvoir de le faire, qu'ils le fassent. Bon, moi, c'est à mon petit niveau, hein, à ma petite échelle, parce qu'il y a d'autres qui ont... Heureusement qu'on a parmi nous, celui qui vient des Antilles, qui parle le plus haut, c'est Kalash, et il fait pas la poule. Ouais. C'est très bien parce qu'il revendique des choses. Et puis après, on a aussi des gens qui parlent, comme Samuel Eto'o. Donc on a du monde. Oui. Mais chacun à son niveau. Moi, je suis Il très... vous allez... Ouais, faut monter. Alors, à quel moment cette vocation est-elle déclarée et comment as-tu démarré ta carrière en tant qu'artiste? Ça a démarré pour ne pas tuer quelqu'un. C'est-à-dire que, ouais, c'est radical, mais c'est la vérité. Parce que, bon, au début, j'écrivais parce que moi, j'étais quelqu'un de très timide, de très renfermé. Donc, forcément qu'on est timide, on est réservé, on est renfermé sur soi-même. Donc, on est très agressif. Parce que moi, j'étais un gamin, j'étais très agressif. C'est-à-dire que je me battais tout le temps. D'accord. Si pour un oui, pour un non, et à partir du moment que quelqu'un pénétrait mon intimité ou touchait ma dignité, ça partait en couille. Il n'y avait pas de demi-mesure. Oui. En grandissant justement avec l'écriture et tout, j'ai appris à compenser et à faire de l'écriture justement un exutoire. Et ça a vraiment commencé parce que il y avait un gars pour qui je bossais qui me devait des sous et il ne me payait pas. Il me faisait tourner en bourrique et tout. Et puis un jour, j'avais pris la décision d'en finir. Donc, je me suis procuré une arme et j'ai fait en sorte qu'on puisse. Je me suis déjà arrangé parce que j'avais déjà ma première fille à l'époque avec ma femme et on n'était pas encore mariés. Donc, je m'étais déjà arrangé pour qu'il soit bien, tranquille. Et le mec, j'allais le descendre. Et c'est l'écriture, c'est le fait d'écrire. Parce qu'en fait, j'ai pas voulu faire les choses sur un coup de tête. Je voulais planifier mon truc. Mais vraiment bien planifié pour que je sois sûr. Même si on me tenait après, mais que je sois sûr que lui, que je fasse un exemple. Oui. Et puis, je commençais à écrire. Et le fait d'écrire, ça a un peu calmé. Et puis surtout, c'est quelqu'un que je connais aussi, un ami, qui ici, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à ne pas appeler ça de la superstition, ils appellent ça comme ils veulent. Mais chez nous, ça existe. Il y a des gens qui ressentent des choses. Et un gars que je connais qui m'appelle, il me dit, ouais, t'as des problèmes. Et ça, j'avais parlé à la seule personne qui savait ça ne le connaissait pas. Parce qu'ils n'ont aucun lien. Il me dit, tu as des soucis. Je lui dis, non, ça va. C'est des soucis, mais ça va se régler. Il me dit, ah ouais. Il me dit, tu vas tuer quelqu'un. Ah. Et il me dit, le truc, c'est que peut-être que les gens croient que tu rigoles, mais tu vas vraiment le tuer. Il m'a dit, ouais, il faut que tu passes me voir avant. Et je lui ai dit, ah ouais. Il m'a dit, ouais, il faut que tu passes. Je suis passé le voir. On a parlé et tout. On a fait ce qu'il fallait, tout ça. Et le mec, il m'a payé dans la foulée. Juste en faisant ce qu'il m'avait demandé de faire. Donc, il m'a payé tout de suite. Et moi, j'ai pas été en prison. Et j'ai continué à écrire. Et à force, eh ben, j'ai déversé toute la colère, tout ce que j'avais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de pouvoir aller dans les écoles, aller parler pour des gamins qui sont en difficulté, des gamins qui se battent. Et on fait souvent appel à moi parce que si tu veux, en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas. Il y en a plein. Mais lorsque ça ne va pas,
lorsque ça pue, on m'appelle parce D'accord. que je suis parti de. Je ne suis pas le seul, mais nous sommes avec deux, trois artistes, mais quand même, qui avons des résultats avec les jeunes. C'est-à-dire que ma façon, mon approche et tout, parce que moi je viens des quartiers difficiles. Oui. Donc je sais, je connais le langage et tout, donc jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois, j'arrive toujours à m'en sortir. Donc, et je suis pas mécontent parce que avant, moi j'étais à leur place. Oui. Et là, c'est le contraire. C'est bien. Ben, je montrer l'exemple. Ouais, voilà. Alors, militant engagé que tu es, n'est-ce pas? Connu pour des prises de position sur l'actualité sociale, y a-t-il une raison pour qu'aujourd'hui tu sois si engagé? Oui, parce que le monde a mal. Parce que pour pas qu'il y ait des artistes engagés, et je parle pas que de moi, je parle de tous les artistes qui sont engagés, même si j'aime pas le terme engagé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on devrait tous l'être. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas tolérer dans la société. Et il y a beaucoup trop d'inégalités. Et cela dépasse même le stade de l'épiderme, le phénotype et tout. Il y a des injustices dans ce monde et on peut pas se taire. On peut pas faire comme si tout allait bien. C'est clair. Donc, moi, je le revendique et puis je ne peux pas faire autre chose. Oui. J'ai quand même des textes qui sont plus sensuels. J'ai des textes qui sont érotiques, puisque là, je peux pas j'ai un recueil qui est en passe de sortir là. Je vais venir avec à Paris, mais bon, c'est pas encore. Je sais pas, peut-être que je vais le récupérer ici, je sais pas encore, je verrai. Mais c'est un recueil qui est interdit aux moins de 18 ans, qui sera interdit aux moins de D'accord. 18 ans. Donc c'est vraiment, on parle de sexualité, c'est vraiment du hard. Il y a de la sensualité, mais il y a vraiment aussi beaucoup de hard. Et c'est du slam, mais en même temps, c'est des nouvelles. D'accord. Et à ce qui paraît, d'après ce que les spécialistes m'ont dit, qui sont dedans, surtout les femmes qui achètent beaucoup de livres roses et tout, elles m'ont dit que ça n'a jamais été fait. Et même si ça avait été fait, ça n'a pas été fait dans le monde noir et en tout cas pas dans la Caraïbe. D'accord. Parce Ok. que là, ouais, c'est-à-dire qu'on va dans la libération sexuelle, mais surtout par rapport aux chaînes de l'esclavage. Oui. Parce que la femme, en général, a toujours été dévaluée. Et la femme noire, par rapport justement à l'esclavage, encore plus, parce que même l'homme noir qui était sous esclavage maltraitait sa femme. Oui. Donc, et comme disait, il y a un truc qui revient, mais c'est pas gratifiant, mais quand on te dit que ouais, je suis une femme et noire en plus. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tabous qui doivent être levés parce que, tu vois, par exemple, quand les Chinois fait l'amour à sa femme, il va parler en chinois pour elle. Ouais. Un Indien parlera en indien, un Français va parler le français. Et ben, en Guadeloupe, on va parler toutes les langues, sauf le guadeloupéen. D'accord. Et ça, c'est pas normal. C'est comme si tu es du Sénégal et que tu fais l'amour à ta femme en français. Oui, Tu vois, c'est pas cohérent. c'est ça. Parce que normalement, tu es dans l'intimité. Quand tu es à nu, tu dois révéler ce que tu es vraiment. Ouais. Donc, c'est pour ça que les gens n'aiment pas qu'on parle d'aliénation, qu'on parle d'assimilation. Mais parler d'aliénation, d'assimilation, c'est pas une tare. Parce que même ceux qui veulent défendre justement, qui veulent limiter la casse, ils le sont. Parce que si j'étais pas assimilé, j'étais pas aliéné, peut-être que je me serais foutu de tout le monde. Je me dis, bon, tant pis pour eux. Hein. C'est ça. Mais non, on l'est tous, parce que c'est un processus dans lequel on a été plongé et qu'il faut en guérir. Oui. Mais ça devient de plus en plus difficile parce que le pouvoir qui est en place, il a compris, il a vu ce que ça faisait sur les Noirs, mais là maintenant, il étend à tout le monde. Et pas seulement sur les Noirs, parce que quand ils étaient en Algérie ou bien en Indochine, tout ça, donc ils savent ce que ça fait aux populations. Et oui, Donc maintenant, ils l'étendent. c'est Et, ça. et la population en France prend un coup, parce que plus ça va, moins ça va. Tu vois, c'est ça le truc. Après, pour bien rester sur la question aussi par rapport aux positions, euh, j'ai pas choisi la voie la plus facile. Bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, si je voulais être un artiste reconnu en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, dans la Caraïbe, j'aurais pu être beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aurais pu choisir des textes qui vont dans le sens de tout le monde. Oui. Mais c'est pas le cas. Et j'ai des ennemis, et que ce soit au niveau de la politique locale elle-même, de beaucoup, et parce que je m'attaque ouvertement, carrément au chef des unités, c'est-à-dire au président de région,
conseil départemental, au préfet lui-même Mhm. et aux gendarmes aussi. Donc, ça me fait des problèmes, des gardes à vue, mais bon, c'est... Carrément. Oui, j'ai déjà été mis en garde à vue sous l'ordre du procureur général de la République. Ouais, par rapport à mes prises de position, mes vidéos, mais ouais, ça existe hein, en République française. Ouais, c'est pour ça que lorsque les gens ils parlent de liberté d'expression, c'est faux. C'est pas vrai. Mais de toute façon, en même temps, c'est normal parce que nous sommes dans une démocratie. Et on nous a fait croire que la démocratie c'était pour le peuple, mais non, la démocratie c'est toujours pour voter pour les mêmes personnes. C'est ça. C'est-à-dire c'est les aristocrates qui sont déjà au pouvoir, donc les mecs de l'ENA et tout. Et ils vont changer de nom, de visage, mais c'est toujours le même corpus. Donc, Tu es plutôt vif dans tes propos. Tu ne crains pas une mauvaise interprétation de la part de ton public, en particulier des jeunes dits sans repère. c'est justement le problème. C'est-à-dire que tu es responsable de ce que tu dis, mais pas de ce que les gens y comprennent. Mais ça titille quand même, et c'est pourquoi il y a des propos qui sont vifs. C'est-à-dire que je suis obligé de m'adapter à plusieurs couches de la société. Donc il y a des fois où je serai, suivant mon auditoire, je serai beaucoup plus posé, plus calme. Des fois, je vais employer un langage beaucoup plus soutenu. Mais en vérité, le public qu'on cherche vraiment à atteindre, c'est le public, comme on dit, des jeunes dits sans repère. Oui, Et encore que, parce que les enfants, ce sont des feuilles blanches. Et c'est ce qu'on écrit sur la feuille blanche qu'on va lire. exactement. Donc les enfants sont les reflets des parents. Donc si les enfants sont sans repère, c'est parce que beaucoup de parents sont sans repère. C'est ça. Et le truc, c'est que même en essayant d'expliquer, il y a de mauvaises interprétations. Mais après, le truc, c'est les rencontres, c'est les interviews, c'est qu'il y ait des journalistes, qu'il y ait des gens comme toi et d'autres encore qui permettent à l'artiste de pouvoir se justifier, de pouvoir clarifier la situation. Et c'est vrai que par rapport à ça, par rapport à mes propos, des fois, je suis traité de raciste, je suis traité d'antisémite, je suis traité d'incitateur à la haine raciale. J'ai beaucoup de sobriquets, mais ça fait partie du game. Oui. Après, le plus important, c'est de connaître son fond et que les gens qui sont autour de vous puissent savoir à qui ils ont affaire. Et après, je ne suis pas non plus celui qui exhibe ses amis sur les réseaux sociaux en disant que ouais, voilà, j'ai un ami, je ne suis pas raciste parce que j'ai un ami blanc. Les gens qui font ça, c'est les gens qui sont racistes. Ils doivent se justifier. Moi, je n'ai pas à me justifier par rapport à mes amis. Mes amis, ce sont mes amis. Ce pas les amis des autres, quoi. Ce sont mes amis. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand je dis un truc contre les blancs, parce que moi, un chat, c'est un chien, un chien, c'est un chien. On parle souvent des noirs, on dit toujours les noirs, les nègres, les blacks. Mais nous, les noirs, on ne dit jamais le blanc. On a toujours un peu peur. Pas de soumission. Si t'es un blanc, t'es un blanc. Si t'es un chinois, t'es un chinois. Point final. Et c'est pas. Mais c'est pas en mal. Si la personne qui est en face le prend en mal, ça veut dire que quand toi tu me parles, tu dis le noir, c'est péjoratif pour toi. Oui. Donc on n'a pas à avoir de problème par rapport à ça. Mais les gens, ils oublient souvent que si je dis des choses sur les blancs et que je ne suis pas blanc, c'est que peut-être parce que c'était des blancs qui sont venus me raconter ça. Parce qu'ils entendent parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blancs quand ils viennent, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit, je veux dire, dans les enclos coloniaux. C'est-à-dire que ce soit au Sénégal, au Togo, partout où la France est omniprésente, et bien, ils arrivent comme si ils venaient dans une colonie, ils arrivent en tant qu'être supérieurs. Donc, ils connaissent tout, ils savent tout, et tu n'as rien à leur apprendre. Ouais. Ils viennent en terrain conquis. Mais ça ne dérange pas que les Noirs. Hein. Ça dérange surtout les Blancs qui sont venus vivre en Guadeloupe ou au Togo, n'importe, qui sont venus vivre là-bas pour justement être dépaysés. Et quand ils voient ces mecs-là, ça qui ramène Paris là où ils sont pas contents. Et après, avec le recul aussi, par rapport à ça, tu vois que ce n'est pas un problème de couleur de peau. Quand tu dépasses la chose, c'est un problème de culture. C'est-à-dire que le Noir qui a grandi à Paris, il va revenir au bled avec les mêmes tares. C'est-à-dire qu'il va me leur dire à tout le monde, mais tu connais rien du tout, voilà, parce que moi j'ai vécu à Paris, je connais ceci, cela. Et c'est pas vrai, quoi. Ouais, Mais il n'y a que les gens qui te connaissent vraiment, qui connaissent le fond de ta pensée. oui. C'est
Alors, quelle, est, quelle a été ta lutte la plus féroce? Wow. Euh, ce qui a vraiment marqué un peu, et aussi en Guadeloupe, les gens font beaucoup. Parce qu'en Guadeloupe, les étiquettes que j'ai qui ressortent le plus, c'est que je suis le défenseur des jeunes. Et c'est justement c'est ce qui a été le plus difficile parce que pour mobiliser les gens, c'est pas évident. C'est-à-dire que derrière l'ordinateur, sur les réseaux sociaux, tout le monde est fort. Tu as 20 000 likes, et puis quand tu as besoin de gens dans la rue, tu n'en as que deux ou trois. Donc, pardon. Donc, ça, je veux dire, c'est normal c'est normal dans le système dans lequel on vit. Mais pour la mort du jeune Yohan, c'était galère au début. Mais on a réussi quand même à faire quelque chose de grand qui a un peu marqué les consciences en Guadeloupe. Parce que très peu de personnes, en choisissant le bon endroit, on a réussi à bloquer et on a suscité d'autres marches. Mais le plus difficile, vraiment, c'est juste après, c'est par rapport à la Guyane. On a essayé d'initier une marche, un mouvement par rapport à ce qui se passe en Guyane pour pouvoir faire en sorte que les Brenzy puissent prendre feu un peu partout, Oui. pour pouvoir faire comprendre au gouvernement que la solution n'était pas la bonne. Et ça s'est très mal passé. Parce que le si peu de monde qui ont répondu présent, ils ne sont pas restés puisque je n'étais pas à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les gens qui étaient censés faire ça avec moi étaient censés faire, ils ne l'ont pas fait. Donc, j'étais obligé de me débrouiller pour récupérer une sono, donc, ce qui fait que tu n'es pas sur place. Et j'ai bossé la veille, donc je n'étais pas moins par vous, donc j'avais peut-être 1 heure et demie de retard, le temps de faire tout ce qu'il fallait. Il y a des gens qui ont attendu, d'autres qui n'ont pas voulu attendre. Après, quand tu as des convictions, tu restes, hein, tu ne pars pas. Mais surtout parce qu'on a été, j'ai été, si tu veux, harakiri par des gens qui veulent toujours, et c'est ça mon problème, c'est qu'il y a des gens qui se greffent toujours autour de moi pour pouvoir essayer de m'utiliser, de me manipuler, tu vois, soit à des fins politiques, ou soit à d'autres fins plus syndicalistes, quoi. Et du coup, le mouvement des citoyens, le mouvement républicain, étaient d'accord, mais quand ils ont su que j'en avais parlé à Domota, pour eux, Domota, il n'aime pas les blancs et il est raciste, alors que le mec, il va au tribunal, que tu es un blanc qui sort de France, qui vient témoigner en sa faveur, excuse-moi, mais bon, les gens, c'est comme ça. Dès que tu dis un truc contre la France ou contre le pouvoir, contre contre je veux dire, les avantages des gens, tout de suite, ils te traitent de raciste. Ah ben, Mais, et du coup, des deux côtés, ils n'ont pas répondu présent, ils ne sont pas venus et c'est un peu merdé. Mais aussi, c'est parce que, tu sais, lorsque tu es en lutte, et ça partout, hein, c'est à savoir qui sera le meneur. C'est-à-dire que tout le monde veut laisser son nom dans l'histoire. Et on place l'individu devant le collectif. On le place avant la révolution. Pour dire que c'est moi qui ai fait. oui, Et ça, c'est pas bon, parce que si on fait un truc, c'est pour le peuple. ouais. On s'en fout de connaître les noms. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, le peuple, il a demandé ça, il a ça. C'est totalement différent. Et donc, du coup, ça te cause plein de problèmes. Ah ben ça. Alors, on ne peut être compris de tous malgré qu'on essaye d'entreprendre des actions positives. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui t'écoutent? Ce que j'aimerais dire aux gens qui m'écoutent spécialement, particulièrement, c'est que je ne suis pas là pour qu'on soit d'accord ou pas avec moi. Je ne suis pas un gourou. Je suis venu pour susciter le débat. Pour que les gens puissent se dire, et si il avait raison? Ou alors s'il préfère, et s'il n'avait pas tort? Juste qu'on puisse se poser des questions. Et si les gens se posent des questions, eh bien, ils verront peut-être que le monde que l'on nous vend, c'est pas celui qu'on achète. Et la société, enfin pas la société, les gouvernements qui sont en place, ils tendent comme je dis souvent en Guadeloupe, à nous moutoniser, à lobotomiser tout le monde, qu'on puisse tous penser de la même façon. Tu vois ça par exemple à l'école, tu ne travailles pas, tu passes. Il suffit que tes parents puissent écrire que voilà, on veut que tu changes de classe, et tu changes de classe. Donc on produit des cancres, on produit des gens déjà dans l'éducation nationale à la base, ça produit des moutons. C'est-à-dire que plus tu restes à l'école et plus tu apprends à obéir,
Et moins si tu as envie de créer une entreprise, moins si tu as envie de te défendre par toi-même, parce que c'est comme ça, c'est avoir des diplômes, avoir des acquis. Et puis une fois que tu as tous tes diplômes, c'est de les exhiber à tout le monde pour montrer, ouais, moi je suis pas n'importe qui, donc tu as déjà changé dans la société, tu n'es plus le même. Et ça tend à faire ce que le mec qui est au pouvoir en ce moment, qui n'arrête pas de... et comme je disais, quand on voit ce qui s'est passé avec le jeune Gassama, et donc moi je ne rentre pas dans les détails, hein, mais il y a une phrase que le président il dit que c'est bien ce qu'il a fait parce que c'est un acte individuel. Il dit que c'est un acte individuel et que lui, c'est ce qu'il prône. Il prône qui est des actes individuels pour amener le peuple. Parce que c'est l'individu, c'est celui qui est comme au football, tu vois, tu as le numéro 10, tu as le buteur, c'est lui qui traîne tout le monde. Mais nous, on ne veut pas de ça, nous. Parce que ça, c'est la caricature d'une société individualiste, Oui. égoïste. Où quand tu vas, le mec il fait ça rentrer dans ta tête pour pouvoir servir la cause des gens qui l'ont mis en place, c'est-à-dire des riches. Donc demain, tu vas dire, ouais, mais si le mec il est riche, tu vas pas regarder qu'il a exploité les gens pour être riche, tu vas dire, ouais, mais il a mérité. Parce que c'est grâce à sa richesse, et c'est ce que les patrons ils répètent déjà depuis un moment, c'est grâce à leur richesse qu'il y a du travail. Oui. Donc ils ne payent pas d'impôts. Ça veut dire que c'est aux pauvres de payer pour les riches. Donc ce sont des choses qui sont, des déclarations qui sont pernicieuses et très dangereuses, tu vois, très très dangereuses. Mais ça passe comme ça, donc si tu fais pas gaffe, ça reste dans l'inconscient, dans l'imaginaire et ça bouge pas. Tu t'attaques à la religion, les politiques, le patronat, les couples. Tu ne crains pas la censure? Aujourd'hui, en 2018, avec les réseaux sociaux, il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que si Facebook, Facebook m'a déjà bloqué, ils m'ont déjà bloqué, hein. Mais même s'ils me bloquent, et puis surtout en ce moment, il y a un nouveau réseau social qui sera plus puissant que Facebook, qui se développe sur le continent. J'ai pas le nom en tête puisque mon portable il est en charge, mais c'est fait par des Africains. Et l'Afrique, on parle de la Chine, tout ça, mais l'Afrique tu vois, par exemple, seulement en Éthiopie, il y a plus de 80 millions de personnes. Donc l'Afrique, c'est un marché qui est vaste. Oui. Donc il y a énormément de population sur, il y a énormément de population sur le continent et pas seulement des Noirs. Donc il y a beaucoup de monde en Afrique. Donc quand tu vas mettre tout ça sur les réseaux sociaux, ça va bouger. Ça va bouger, mais on, on a besoin d'avoir ce genre de modèle. Même si on sait que ça peut amener à la mort. Parce qu'on a vu Kadhafi, tous ceux qui ont voulu une réunification et qui ont dépassé le stade des mots, ils se sont fait assassiner. Bon, après, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que pour un petit peu ouvrir les consciences, partout où les grandes banques ne peuvent pas s'implanter, ils créent une guerre civile. D'accord. Ils soudoient les gens, ils payent et ils font en sorte qu'il y ait une instabilité politique. Et tu verras que ce soit en Irak, partout où ils ont attaqué, que ce soit tu as vu comment ils ont détruit la Libye, mais il y a déjà une banque. Et c'est les mecs qui dirigent le monde, c'est les Roach, c'est les Satch, tu vois, c'est tous ces gens-là, ça, quoi. Comme il ne faut pas dire leur nom, parce que quand tu dis leur nom, tu te fais C'est ça. harakiri, tu vois, donc il ne faut pas dire leur nom, mais c'est ces mecs-là. C'est les mêmes. Qui c'est qui a financé Hitler? C'est pas toi, c'est pas moi, hein. Hitler, où il a reçu l'argent pour faire la guerre? Où il a reçu l'argent pour acheter les armes? Ben, c'est les mêmes mecs. Et tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'on est toujours en guerre et qu'on s'attaque à tout le monde. Parce que on va te sortir comme on a sorti à ma fille il n'y a pas longtemps, l'année passée, sa prof d'histoire qui lui dit, qui vient de France et tout, qui lui dit, ouais, mais les Noirs, ils ont vendu des Noirs. Donc quand tu mets ça dans la tête d'une gamine qui est noire, qui a eu des ancêtres, tu vois, des parents, des grands-parents qui étaient esclaves, mais tu ternis l'image du noir par le noir. Dans toutes les communautés, dans toutes les ethnies, parce que moi je ne parle pas de race, il n'y a qu'une seule race sur la terre, c'est la race humaine. Dans toutes les ethnies, il y a toujours eu des traîtres, mais il y a toujours eu des héros. Il y a eu plus de héros que de traîtres. Oui. Et lorsqu'on parle de tout le monde, on parle de tous les héros. On va te parler de la liste de Schindler, on va te parler de plein d'héros pour les Juifs, de plein d'héros pour la France, lorsqu'il y a eu
les résistants et compagnie, tout ça. Dans tous les pays du monde. Mais dès qu'il s'agit des Noirs, il n'y a pas d'héros noirs. Tous les héros noirs sont transformés en cannibales, tu vois, en meurtriers, en dictateurs, en fous sanguinaires. Donc, tous les gars comme, que ce soit par exemple Shaka Zulu ou le roi du Dahomey, tous ces gens-là, c'est des gens qui n'existent pas. D'accord. Pour les Européens et les Occidentaux. Mais non, mais pas pour nous. Pour nous, ce sont des héros. Ben, bien sûr. Tu vois, et quand ils te donnent des héros noirs, ils les choisissent pour toi. Ils vont choisir Aimé Césaire. Ouais. Ils vont choisir Léopold Sédar Senghor. Ils vont choisir Justin Kataïé. Et même pas Justin Kataïé, Félix Eboué. Parce que Justin Kataïé, c'est autre chose. Lui, il n'était pas pour la France, il était pour l'indépendance de la Guyane. D'accord. Et comme par hasard, il a disparu dans un avion. Tu vois, c'est bon. Mais bon, c'est l'accident. Mais tu vois, c'est-à-dire que tous ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas vraiment tellement dérangé le pouvoir. Ils ont fait de bonnes choses, attention. Hein. Oui. Tu ne peux pas remettre en cause le cahier d'Aimé Césaire, tout ça. Mais en fait, ils n'étaient pas aussi virulents que par exemple était Malcolm X. Oui. Donc, un anti-Malcolm X, on t'a mis un Martin Luther King à côté. Tu vois, quand tu mets des mecs comme Gandhi, des mecs comme Mandela, je crache pas sur eux. Mais c'est des mecs, ils ont plus servi la cause, ils ont plus été dans le sens de l'oppresseur que dans le sens du peuple. Oui. Tu vois. Mais quand tu as des gens comme Malcolm X, tu as des gens comme Winnie Mandela, tu as des gens, tu vois, comme Sankara, tu as des gens qui étaient vraiment contre. Tu as des gens comme par exemple Guy Tyrolien, ou encore, et lui, il a fait la guerre en Algérie avec les Algériens contre la France, c'est un Guadeloupéen. Et à chaque fois j'oublie son nom. Mais ça va revenir. Mais Sonny Rupert. Mais tu vois, ces gars-là, ils ont écrit des poèmes, ils ont fait des choses, mais on les a mis à côté. D'accord. Parce qu'ils étaient anti-français. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas anti-français pour dire qu'ils n'aimaient pas les Français, les Blancs. Non, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'ils étaient anti-impérialistes. D'accord. Et c'est pas pareil. Parce que comme te disait Feu Sankara, quand on combat l'impérialisme, on combat l'impérialisme sous toutes ses formes, quelle que soit sa couleur. Et ça, c'est une nuance que les détracteurs n'apportent jamais. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attaquer à tout le monde. Et on s'attaque aussi aux religions, parce que les religions... il faut savoir que je m'attaque aux religions, mais sans avoir de problème avec les frères et sœurs qui sont dans les religions. C'est-à-dire que tu sois musulman, que tu sois dans le catholicisme, donc témoin de Jéhovah, adventiste, tout ça, que tu sois juif, que tu sois... Je m'en fous. C'est-à-dire que le plus important pour moi, c'est ce que tu apportes pour la communauté. Parce que je préfère avoir affaire à un musulman qui aide toute la communauté qu'un mec qui soit dans aucune religion, qui dit ouais, abat les religions et qui nique tout le monde. Tu vois, c'est un gars comme ça, tu le mets à côté, tu vois, tu le fous à la poubelle. Non, c'est pas une question de... C'est-à-dire que lorsqu'on parle de religion, ce sont des faits historiques qu'on remet en avant, qu'on puisse comprendre. Oui. Tu vois, une fois que tu as compris, tu as le droit de rester là où tu es, mais tu sais. Là, c'est pas pareil. Et la religion, ça a été créé par les hommes, toujours dans un esprit de domination. Ouais. C'est normal que les fidèles puissent pouvoir défendre la religion et défendre les imams ou les prêtres ou les papes, tout ce que tu veux. C'est normal, parce que le fidèle représente le bas peuple. Le bas peuple ne sait jamais ce qui se passe tout en haut. D'accord, ouais. Il n'a qu'une idée de ce qui se passe. Et il ne sait pas pourquoi les choses sont faites. Beaucoup se sont servis de Dieu, du démiurge, pour pouvoir dominer les hommes. Parce qu'ils savent que si l'homme a peur de Dieu, il craint le mystique, et que toi tu dis que tu as été envoyé par Dieu, il va te craindre aussi. Ouais. Parce qu'on craint le châtiment. Donc, tu vois, et il y a un truc qui fait... Tout le monde n'est pas content quand on dit ça, mais Cheikh Anta Diop, il te disait, attention, lui, il était musulman. Mais il te disait, est-ce que c'est Dieu qui créa les hommes, ou sont-ce les hommes qui créèrent Dieu? Et ça te fait réfléchir. C'est-à-dire que tu ne remets pas en cause, parce que moi je prie, je ne remets pas en cause, parce que beaucoup de personnes aussi pensent que quand tu n'es pas dans une religion, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Non. Moi par contre, ne me dis pas de croire en Jésus-Christ, ou en qui que ce soit, parce que ces mecs-là, ils ont foutu des noirs en esclavage. Donc moi, ne me parle pas de ces gens-là, ça. Tu vois, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas avoir de partialité, c'est pas possible.
Tu ne veux pas dire comme par exemple quand les Juifs disent Yahvé, c'est le Dieu des Juifs. Non, parce que Dieu ne peut pas créer et mettre des gens sur la terre et choisir un peuple, c'est pas possible. Tout le monde, c'est les enfants de Dieu. Et parce que Dieu est amour. Donc quand tu me parles de Dieu et que tu veux me faire la guerre, je te parle pas. Dieu c'est amour. Normalement quand on parle de Dieu, c'est la base, on devrait toujours trouver un compromis. Aujourd'hui, dans n'importe quelle famille, dans n'importe quelle société, dès que tu attaques religion et politique, le repas de famille il est foutu. Tout en prônant l'unité, tu as été accusé d'incitation à la haine. Comment expliques-tu? Mais parce que les gens qui t'accusent d'incitation à la haine, ça les dérange que tu prennes l'unité. Parce qu'en fait, tout est une question de sous. Donc, pour se faire de l'argent, il faut que le peuple ne soit pas uni. Il faut qu'il soit complètement désunis, chacun de son côté. Il faut que les Blancs vivent de leur côté, que les Noirs soient de leur côté. Et je n'aime pas dire les Noirs, je veux dire les Nègres, les Africains, parce qu'ils ont réussi à mettre de la division entre les Noirs eux-mêmes, c'est-à-dire déjà par rapport aux Indiens et les Africains, les Nègres comme ils disent, parce que pour une question de cheveux. Alors qu'à la base, tous les peuples sont sortis de là-bas, tu vois. Oui. Donc ça, c'est déjà... Et ça, c'est surtout par exemple en Guadeloupe, même dans toutes les économies et dans toutes les colonies françaises, tu le ressens, ça. Et les gens ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on soit unis. C'est clair. Et donc c'est normal qu'ils puissent... s'ils disent, on l'attaque parce qu'il dit des choses qui va vous réunir, c'est pas crédible. Par contre, s'ils disent que, ouais, mais tu l'écoutes, mais il t'aime pas parce qu'il dit des choses contre toi. Et toi aussi, donc ça met un doute. Et puis voilà. Compris. Et puis on sait très bien que nous ne sommes pas tous à la même échelle, je veux dire, intellectuelle. C'est un fait. Il y a des gens qui vont comprendre beaucoup plus vite que d'autres. Oui. Mais ceux qui sont en haut, ils font des études pour ça. Ils nous ont étudiés, connaissent nos comportements, ils payent des gens qui nous étudient tout le temps. C'est pas compliqué. Hein. Quand tu vas pour les pubs, pour acheter les trucs, quand les mecs qui font une pub, c'est qu'ils t'ont étudié, ils ont étudié le marché. Hein. Quand on parle d'études de marché, c'est qu'ils ont étudié ton comportement. Hein. Tu vois, les gens se plaignaient tout le temps. Je me rappelle une fois, ils avaient fait une sorte de sondage, je sais pas si tu te rappelles de ça. En France, à l'époque, j'habitais en France. Et ils parlaient des voitures. Et ils disaient, ouais, sur le sondage qu'ils avaient fait, que toute la population qui avait été sondée, plus de 90% des gens te disaient qu'ils n'avaient rien à foutre de l'intérieur de la voiture. Tout ce qui comptait pour eux, c'était l'extérieur. Donc, c'est une belle caisse, tu sais que c'est une Maserati, c'est une Ferrari. Et bien, du coup, qu'est-ce que les gars ils ont fait? Ils ont mis moins de sous dans l'intérieur. Si tu regardes aujourd'hui, tous les intérieurs des voitures, c'est glauque, c'est gris et tout. Parce que les gens sont plus concentrés sur l'extérieur. Et l'extérieur, c'est du design. Oui. Mais ça, ils ont fait l'étude. Ils appellent ça l'étude de marché, mais ils ont fait une étude des gens. C'est nous les marchés. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes pour atteindre cette unité dont tu parles dans tes textes? Il faudrait déjà que, et là je suis sincère quand je dis ça, il faudrait déjà que le peuple noir puisse retrouver sa place. Aujourd'hui, le peuple noir est la risée du monde. Je parle en général. Hein. Le peuple noir est devenu une serpillière pour l'humanité. Et si on a vu que les choses changent, ce n'est pas de mettre le peuple noir au-dessus des gens. C'est sans refaire les mêmes conneries. Si on a vu que les choses changent, il faut que tout le monde soit assis sur la même table pour pouvoir discuter. Aujourd'hui, le concert des nations, tout le monde est sur la table et les noirs sont par terre. Le jour que l'humanité aura tout le monde assis sur la même table, il y aura des gens qui vont dire non, on ne fait pas ça parce que ce n'est pas bon pas bon pour la terre. Mais tant que tu n'as pas ça, il y a quelques noirs qu'on arrive à faire venir à la table, ce sont des noirs qui sont déjà corrompus. Et je ne dis pas que le peuple noir est la solution pour l'humanité, mais je dis que depuis que le peuple noir a été asservi, depuis des millénaires, il n'y a rien qui va. Parce que quand tu avais la Grande Afrique, quand tu avais l'empire du Mali, quand tu avais tous ces gens-là, c'est jamais des gens qui ont été faire la guerre, qui ont été dans la conquête du territoire. Ouais. Ils étaient dans le partage des choses. Que tu parles de l'Égypte, ou bien d'avant l'Égypte et tout, c'était dans le partage. Et depuis que les choses ont changé, parce que quand on parle des changements, on parle toujours de la traite transatlantique, mais aussi la traite arabo-musulmane. C'est-à-dire que pendant 1300 ans, les musulmans, ils ont mis, comme ils disaient, les nègres, les cafards, en esclavage.
C'est ce qui explique aussi qu'on a beaucoup de Noirs qui sont musulmans. D'accord? C'était pas par choix au début. Et ils castraient les hommes volontairement pour coucher avec les femmes, pour pouvoir éradiquer et comme disait cette race-là sur la terre. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être en face des faits historiques et qu'aujourd'hui, en 2018, enfin du nouvel ère, parce qu'on est beaucoup plus qu'en 2018, parce que quand on dit en 2018, ça veut dire que tout ce qui existait avant Jésus-Christ n'a pas compté. Alors que quand tu regardes aujourd'hui, les pyramides d'aujourd'hui, avec tous les plus gros ordinateurs qui sont au monde, ils sont incapables de pouvoir et les déchiffrer. Donc ne me dis pas que notre technologie est plus forte qu'avant. Donc bon, même on est en 2018. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'humanité a traversé, je dis bien traversé l'humanité parce que l'histoire du bourreau et de la victime est toujours étroitement liée. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse s'asseoir ensemble et se dire voilà, comme il dit, il s'appelle encore le Marseillais, Soprano, qu'est-ce qu'on a fait du monde? Tu vois, qu'est-ce qu'on a fait du monde? Et lorsque tu vois, on demandera des comptes pour le monde, on ne demandera pas des comptes seulement aux bourreaux, on demandera des comptes aussi aux victimes. Pourquoi tu t'es pas rebellé pour que ça change? Tu vois? Et c'est ça le truc. Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien du tout pour que ça change? Et moi, c'est la question que je pose à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on reste là, on croit tout savoir, on met des bâtons dans les roues de ceux qui veulent amener quelque chose, on se plaint tous les jours que ça ne va pas, et dès qu'on a un de nos frères, on a quelqu'un qui se soulève, et quelle que soit sa couleur de peau, hein, qui se soulève, on a envie de l'écraser. Mais il faut qu'on puisse comprendre aussi que les gens qui sont contre nous, ils sont en guerre contre nous. On peut avoir comme arme la paix, mais on ne doit pas être en colère contre nos frères et sœurs qui, eux, veulent se battre. Parce que c'est une colère qui est légitime pour eux. Et peut-être que si on les comprend, on comprend peut-être les amener à un truc beaucoup plus pacifique. Oui. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Mais déjà, comme c'est fini, je dis merci. Ben déjà, moi, je te remercie déjà. Okay. Donc, merci à l'artiste penseur Eros, le parolier, d'avoir pu répondre à nos diverses questions rédigées par l'équipe Cimarron. Merci de nous avoir réunis sur Paris pour ce cadre si chaleureux dans le mystère des lieux et si bien gardé. Et bien sûr, n'oubliez pas que David Eros se produira le vendredi 8 juin 2018 dès 20h en tant que slammer, dont le titre, c'est le titre. Ouais, on slame nos mots. On slame nos mots. Dans un quartier populaire de Paris 20e à Créa Mag Fashion, 65 rue de la Ménilmontant. Dans le 20e. Dans le 20e. Donc vous aurez toutes les informations sur la page caribéenne à la radio. Et je rappelle que je ne serai pas tout seul sur la scène, parce que j'aurai Gwenaël et Irène en chœur. J'aurai aussi des DJs. Donc elles sont deux, mais il y aura une qui sera là au début, qui va officier. Il y a une équipe tout autour. Il y a, que ce soit la fille que tu as vue tout à l'heure, c'est ma pote, et Nenels. Donc il y a Nenels, on attend aussi Vince qui doit arriver ainsi que Didier. Et le point central, c'est le mec que tu as vu tout à l'heure, là, c'est mon pote, c'est Jocelyn. C'est un multi-instrumentiste. Donc il fait la percu, il fait tout ce qu'il faut. Et on a le cas, parce que le cas c'est l'énergie, donc on a le gros cas, tu vois, de la Guadeloupe, mais on a aussi surtout les consonances qui viennent du pays, que ce soit du Ghana, tu vois, de la Côte d'Ivoire et tout, parce que nous sommes imprégnés de tout ça. Et puis on aura aussi, je salue saluer monsieur Jean Tolio, qui est un danseur qui est très connu sur Paris, qui est très connu en France. Et Jean Tolio, c'est quelqu'un qui fait de la... Ouais, c'est un très grand danseur. Et moi, je suis, tu vois, comme il dit le patron, c'est vraiment un grand danseur. Et moi, je suis vraiment touché par le fait qu'il ait répondu présent. Parce que c'est un gars que j'ai vu quand j'étais avec Mascaclé, parce que je ne peux pas être ici sans parler de Mascaclé, parce que les premières fois que je suis venu en performance artistique, où j'ai fait le New Morning, ou la Bassie, tout ça, c'était avec Mascaclé. Et j'ai vu ce gars-là évoluer, et même venir danser pour Mascaclé en Guadeloupe. Putain, le gars, dans une autre planète. C'est dans un autre monde. Et on appelle ça, c'est de la danse, comment on dit ça encore,
ou je sais pas, c'est la fatigue, comment? Contemporaine? Non, pas contemporaine, c'est un truc qui est classique, que tout le monde connaît, mais avec la fatigue, tu oublies un peu, tu vois. Ballerine. Mais en fait, c'est quand tu danses et en fait, t'écoutes pas vraiment la musique, quoi. Tu écoutes les paroles et tout. Bon, j'oublie le truc, mais bon, les connaisseurs, ils vont voir. Et Monsieur, Bon, ça va. ouais, Monsieur Tolio, c'est vraiment. Donc, tous ceux qui l'aiment, qui le suivent, qui auront le temps d'entendre avant vendredi, eh ben, de venir. Alors, faut pas oublier aussi pour tous ceux et celles qui le connaissent, Ojika Bilout. Et il sera présent, il sera avec nous parce qu'il fait beaucoup de choses sur Paris au niveau de la culture par rapport au cas, par rapport au tambour, de la culture guadeloupéenne. Il fait beaucoup de choses. Donc il sera là aussi parce qu'il va chanter, il va interpréter deux morceaux. Il faut savoir que Jocelyn, en plus d'être un percussionniste, il est aussi chanteur. Donc percussionniste, flûtiste, tout ça. Et je voulais, ouais, et puis aussi, parce que c'est vrai que pour l'équipe de Cimarron, je voulais vraiment présenter mes plus sincères excuses. Parce que normalement, j'aurais dû être présent depuis midi. Et j'arrive à 18h, 19h, pratiquement même 20h. Et parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé. Mais ne le prenez pas pour une excuse. C'est juste pour satisfaire une curiosité. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre des excuses. C'est-à-dire que tu es en retard, tu assumes que tu es en retard. Tu n'es pas à l'heure, tu assumes. Donc, j'ai pas d'excuses. Mais pour la petite histoire, il faut savoir que ça merdait depuis en Guadeloupe. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'administration à des postes. Et ces gens-là, ça, ne méritent pas d'être à la place qu'ils sont. Parce qu'il y a beaucoup de favoritisme. Il y a beaucoup de je connais un tel, donc tu vas travailler par là. Il y a beaucoup aussi pour qu'elle puisse avoir un poste. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je parle en général. Eh ben, elle n'hésite pas à volontairement à se coucher. Je ne sais pas si c'est sur le dos ou si c'est sur le ventre, mais elle se couche. Et tout ça fait que ben, tu as des gens qui sont en place qui ne sont pas compétents ou pas compétentes, parce que ça va dans les deux sens, homme comme femme. Et s'il n'y avait pas eu Nenel, s'il n'y avait pas eu Madame Santini, eh ben nous ne serions pas à Paris aujourd'hui. Parce qu'il a fallu qu'elle puisse faire en 2 jours ce que les gens n'ont pas pu faire depuis le mois de mars. Mars, avril, mai. D'accord, je ne compte pas le mois de juin. 3 mois. Et on a eu les billets au dernier moment. Et parce qu'il y a aussi la dame de l'agence qui a vraiment fait, je n'ai pas son nom en tête, mais elle a vraiment fait un super travail. Quand je vais rentrer en Guadeloupe, j'irai la voir pour lui emmener un présent parce qu'elle a fait vraiment. Elle s'est démerdée pour nous trouver une place parce qu'il n'y avait plus de place. C'est-à-dire que on devait prendre l'avion le 31, donc le jeudi soir. Ça veut dire que le mardi, on n'avait pas de place. Donc Nenel s'est débrouillé le mercredi encore, grâce aussi, faut dire que son directeur, que je connais aussi, a contribué, puisqu'il lui a laissé le champ libre. Donc, au lieu que ce soit son poste de travail, donc elle a fait des choses. Et il y a aussi le maire des Abîmes, parce que moi je parle souvent des politiques, mais quand ils font des choses de bien aussi, il faut le dire. Il y a le maire des Abîmes sans, c'est-à-dire que pas de contrepartie pour dire que ouais, il a fait ça pour Eros parce que pour pas qu'il reçoive des choses sur lui, non. C'est-à-dire que si tu fais un truc qui n'est pas bien, je dis que c'est pas bien. Mais si c'est bien, je dis que c'est bien. Parce qu'on ne prend pas de parti. Donc c'est aussi grâce au maire des Abîmes que nous sommes là. Parce que c'était vraiment mal parti. Et comble de malheur, donc ça veut dire que déjà le vendredi soir, on avait une interview avec Souleina sur une radio qu'on n'a pas pu honorer le vendredi soir. Le samedi midi, on avait rendez-vous avec l'équipe de Cimarron qu'on n'a pas pu honorer. Le samedi soir, donc toujours aujourd'hui, on avait rendez-vous sur notre radio avec un autre frère, Mac Paro, qu'on n'a pas pu honorer. Et ça a tout décalé. Et donc du coup, on fait l'interview que maintenant. Et moi, ça m'embêtait vraiment beaucoup aussi parce que sachant que toi, comme il m'a dit Cimarron, que tu as fait 10 heures de trajet pour venir ici, et c'est quand même du foutage de gueule que tu arrives, que tu sois à l'heure, et que le mec que tu dois interviewer, il arrive, t'as vu, 6 heures, 7 heures, 8 heures après, c'était midi, 20 heures, 8 heures après, il arrive. Tu vois, mais tu vois, c'est-à-dire que c'est pas sérieux, et les gens, il faut que les gens puissent comprendre que quand ils sont à un poste, que pour eux c'est banal que les gens ne partent pas, parce qu'elle nous a même dit, mais vous partirez après, vous partirez la semaine prochaine. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une organisation qui est déjà mise en place. Et que toi, tu t'es engagé envers d'autres personnes. Et qu'une fois que tu as donné ton nom, tu as donné ta parole, quand tu ne la respectes pas, même s'il y a des circonstances atteignantes, moi, ça me la fout mal quand même. Oui. Parce que ça va rester en travers de ma gorge. Bon, après, je bascule vite parce qu'il faut que je sois prêt pour le 8 et tout.
J'ai arrêté de faire des vidéos, les Wesh Wesh People, parce qu'à bout d'un moment, quand tu fais de la jachère et tout, le seul, il faut laisser se reposer. Donc les gens, tu leur parles, mais à bout d'un moment, il faut laisser les gens se poser, qu'ils puissent assimiler tout ce que tu leur as dit. Mais si je faisais toujours des vidéos, je l'aurais détruit, la meuf. Ouais, parce qu'elle ne se rend pas compte ce que son incompétence et sa mauvaise volonté. Parce qu'à plusieurs reprises, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais si ça coince quelque part, tu me dis, je vais passer le coup de fil. Parce que si je suis arrivé jusqu'à toi, c'est que je connais ton boss. Et je connais le boss de ton boss. Parce que c'est lui qui m'envoie, c'est le big boss qui m'envoie, c'est Dieu qui m'envoie. Donc si tu as un problème, tu me dis, j'appelle Dieu. Tu veux rester dans ce truc d'apote et tu me fais comprendre que oui, mais c'est pas trop votre monde, tu vois, parce que les gens te dénigrent toujours, tu vois. Donc faut pas être méchant, tu vois, comme on dit, il y a un son qui sonne en même temps, tu vois. Et donc c'est tout ce qui fait que ça a tout décalé. Et demain, on va essayer d'honorer, je crois qu'on a des rendez-vous demain aussi, on va essayer de voir comment on fait. Et puis pour tous les gens qui vont écouter l'émission, mais qui vont lire, ne m'appelez pas sur mon téléphone parce que je ne vais pas répondre, il faut m'appeler sur WhatsApp, sinon je vais payer trop d'argent. Voilà, et en gros c'est ça quoi. Et puis s'il y a des gens qui sont des prisonniers aussi, qui écoutent, qui suivent, hein, de toute façon ça va s'arrêter. Tu veux raccrocher? Ouais, ça va. Ah, mais c'est ta sonnerie. Ouais, c'est ma sonnerie. Je me disais, En fait, quelqu'un c'est met la c'est le musique. prochain truc que je vais sortir. D'accord. Et la fille qui chante, elle sera présente, c'est Gwen. Et moi, j'ai un message aussi pour tous les prisonniers qui sont partout, hein, mais surtout en France, parce que je suis en France, je suis à Paris, de vous dire, les gars, et même aussi aux femmes, aux jeunes filles, qu'il ne faut jamais perdre espoir. Et de ne pas croire que, en étant là où vous êtes, que vous avez péché. Le péché n'existe pas. On fait des fautes, on fait des erreurs qui nous font grandir. On ne cherche jamais à réparer ces erreurs. Car essayer de réparer ces erreurs, c'est de perdre du temps. Et c'est pas faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité, c'est de comprendre ses erreurs, de faire en sorte que ça ne puisse plus se reproduire, que ce soit par nous-mêmes ou bien par les autres. Donc, que vous puissiez empêcher les autres qui viennent après de ne pas faire les mêmes erreurs que vous. La prison, c'est pas une fin en soi, mais ce n'est pas non plus l'enfer. C'est-à-dire dans le sens où je dis que vous n'êtes pas au purgatoire pour dire que vous n'allez plus jamais vous en sortir. C'est faux. Même si vous avez fait de la prison, il y a toujours de l'espoir parce qu'il y a de la vie et parce qu'on croit. Croyez en vous, continuez de croire en vous, donnez-vous les moyens aussi de pouvoir croire en vous. Parce que pendant que vous êtes en prison, il n'y a pas que le sport. Il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que la religion, il y a aussi les études. Devenez les hommes et les femmes que vous n'avez pas pu être en étant libre dans la société. Comme ça, vous allez revenir beaucoup plus fort. Parce que moi, je persiste à croire, et ça dans toutes les prisons qui sont dans le monde français, moi, je vous dis un truc, que l'avenir, si on veut que les choses changent, que le monde bouge, ça sera avec vous. Parce que vous êtes les seuls qui n'avez pas peur, parce que vous ne craignez plus la mort. Et les gens qui sont dans la société sont déjà en bourgeoisie. On a tous peur de perdre sa Porsche, de perdre son dernier écran. En plus, il y a la Coupe du Monde bientôt, donc personne ne voudra plus faire la guerre parce que tout le monde va vouloir regarder ces matchs de Coupe du Monde. Alors que vous êtes toujours en guerre. Et moi, je crois en vous. Il ne manque plus qu'à vous de croire en vous-même. Et bien sûr, n'oubliez pas que David et Rost se produira le vendredi 8 juin 2018 dès 20h en tant que slammer. Donc, dont le titre, c'est le titre. Ouais, on slame nos mots. On slame nos mots. Dans un quartier populaire de Paris 20e à Créa Mag Fashion, 65 rue de la Ménilmontant. Dans le 20e. Dans le 20e.